heureux de vous retrouver pour une nouvelle conférence pratique dentaire de l'UFSBD. Alors, comme moi, vous recevez certainement des patients qui viennent vous voir pour un contrôle dentaire avant un stage ou des vacances dédiées à la plongée sous-marine. Vous effectuez votre examen dentaire, mais est-ce que vous avez pleinement conscience des risques qui sont liés à cette pratique? Vous réalisez votre examen, mais est-ce que vous y apportez derrière des recommandations spécifiques? Est-ce que on se doute qu'il y a des problèmes liés à la pression, mais est-ce qu'il en existe d'autres? Voilà. Donc, pour répondre à ces questions, j'ai convié le docteur Paul-Alexandre Moyau, qui est bien placé pour nous informer puisqu'il pratique ce sport. Et puis, c'était aussi son sujet de thèse il y a 2 ans, jour pour jour, dont on fait donc la thèse. Paul-Alexandre a aussi reçu le 3e prix de thèse de l'UFSBD en novembre 2022. C'est un omnipraticien qui exerce à Dijon, qui est aussi praticien attaché au CHU de Dijon et enseignant attaché à la nouvelle faculté d'odontologie de Dijon. Avant de lui laisser la parole, je vous rappelle que vous pouvez nous poser vos questions en cliquant sur l'icône Q et R qui se situe en bas à droite de votre écran. On y répondra à la fin de la conférence. Et puis, voilà, je te laisse la parole. Merci Xavier, bonsoir à tous et merci d'avoir pris un petit peu de temps pour regarder cette conférence. Avant de commencer, je voulais remercier particulièrement l'UFSBD pour cette opportunité de vous partager cette thématique qui me passionne, qui est bien évidemment la prévention sportive. Et ce soir, nous allons parler des plongeurs en milieu subaquatique. Donc, pour introduire le sujet, je vous propose une petite rétrospective historique afin de comprendre les raisons pour lesquelles nous en sommes arrivés là. Alors, il faut savoir que la plongée subaquatique a toujours passionné les hommes, et ce depuis l'Antiquité. On avait déjà l'apparition des premiers plongeurs apnéistes durant la période antique grecque et romaine, notamment à des fins alimentaires, commerciales ou militaires. Il y a eu une petite période de battement pour donner lieu ensuite à des avancées technologiques plus importantes, avec par exemple la cloche de plongée, qui permettait à ses occupants de rester durant des durées un petit peu plus longues de quelques dizaines de minutes, à des profondeurs allant de 5 à 10 mètres. Les réelles avancées technologiques sont apparues à partir du XVIIIe siècle avec le scaphandre lourd, dont je pense tout le monde a déjà vu des esquisses. Et enfin, en 1943, avec la création du scaphandre autonome par le très médiatisé Jacques-Yves Cousteau, dispositif qui est encore d'actualité aujourd'hui. Alors, dans les grandes lignes, la plongée en France, en termes de chiffres, c'est un petit peu moins de 400 000 plongeurs réguliers, ce qui représente un petit peu la population de pratiquants licenciés au judo, et on compte à peu près 160 000 licenciés. Et donc, cette pratique est principalement encadrée par la Fédération française d'études et des sports sous-marins, FFE2SM, qui permet justement d'apporter un cadre administratif et juridique à cette activité. En France, nous avons beaucoup de perspectives en termes de plongée, car nous présentons et avons la chance d'avoir un territoire de pratique très vaste, avec notamment la mer Méditerranée, mais également les 3 principaux océans du globe. Bien évidemment, chaque pratiquant qui doit faire une plongée doit présenter un certificat de non-contre-indication à la pratique, en général dans les premiers niveaux réalisés par un médecin généraliste, un médecin traitant, et dans les niveaux un petit peu plus élevés par un médecin du sport. Donc, pour comprendre un petit peu les phénomènes qui se produisent au niveau du corps humain par rapport à la plongée, il convient de comprendre tout simplement les principes de base de la pression et de ses applications. Alors, la pression, pour faire quelques petits rappels en arrière, il s'agit tout simplement d'une force appliquée sur une surface.
Et donc, les unités mesurées sont notamment le pascal, le bar ou l'atmosphère. À la surface, la pression atmosphérique est de l'ordre de environ 1000 hectopascales, ce qui représente environ 1 bar ou 1 atm. Lorsque nous sommes en immersion sous l'eau, il faut savoir que la colonne d'eau qui se situe au-dessus du plongeur représente une pression supplémentaire qu'il faut additionner à la pression atmosphérique. C'est ce que l'on appelle la pression hydrostatique. Et donc, cette pression hydrostatique, elle varie de 1 bar supplémentaire tous les 10 mètres de profondeur. Et donc, ça, c'est important à savoir car la pression qui sera imposée sur le plongeur ne sera pas la même en fonction de la profondeur dans laquelle il va évoluer. Et cette pression sera très importante, notamment dans ses variations. C'est-à-dire que ce qui nous intéresse en médecine de la plongée, ce n'est pas la pression absolue, mais bien les variations de cette pression. Et ces variations se situent notamment au cours des premiers mètres de profondeur. Et paradoxalement, c'est durant ces premiers mètres de profondeur que les accidents se produisent le plus souvent, et donc chez les débutants. Par exemple, lorsque l'on évolue de la surface à 10 mètres de profondeur, nous passons de 1 bar jusqu'à 2 bars, ce qui correspond à une multiplication par 2 de la pression. Et plus on descend, plus ces variations seront faibles. Lorsque nous passons de 10 mètres à 20 mètres, nous passons de 2 à 3 bars, ce qui correspond à une augmentation de près de 30%, de 3 à 4 à 25%, etc., etc. Et donc, la première application des variations de pression qui se passe en plongée, qui est la plus connue, eh bien, vous avez forcément entendu parler au cours des études et de la scolarité, il s'agit de la loi de Boyle et Marriott. La loi de Boyle et Marriott, en fait, elle énonce que la variation des volumes d'un gaz est inversement proportionnelle à la pression qui est exercée. Tout simplement, en fait, lorsque nous sommes en phase de descente, les gaz vont subir des forces de pression qui vont induire une compression de ces gaz, comme vous pouvez le voir sur le schéma à droite. Lors de la remontée, nous aurons le phénomène inverse. La pression va diminuer et donc du coup, les volumes vont s'expandre et se dilater. C'est en image, un petit peu l'image de la bulle que vous faites sous l'eau et qui gonfle en remontant vers la surface. Et donc, cette loi de Boyle et Marriott, elle est importante à maîtriser car, eh bien, c'est la principale cause de ce que l'on appelle les barotraumatismes, c'est-à-dire ce qui va causer des risques au niveau tissulaire, au niveau principalement des cavités aériques du corps. La deuxième loi qui est importante en plongée également, c'est la loi de Henry. La loi de Henry correspond au phénomène de dilution d'un gaz dans un liquide en fonction des variations de pression. Et donc là, nous sommes dans une situation où lorsque nous augmentons la pression, les gaz vont plus facilement se dissoudre dans un liquide et au contraire, lorsque la pression va diminuer, eh ben, ce gaz qui est dissous dans le liquide va finir par s'échapper sous forme de bulle. En plongée, ça se caractérise comment? Eh bien, tout simplement, en descente, la pression va augmenter et donc, du coup, les gaz qui sont libres dans la circulation sanguine vont venir se dissoudre dans le sang et au contraire, lors des phases de remontée, la pression va diminuer et les gaz qui sont initialement eh bien, dissous dans la circulation sanguine vont finir par s'échapper sous forme de bulles. Et ça, cela donne lieu à des risques vasculaires majeurs, ce que l'on appelle tout simplement les accidents de décompression. La loi de Henry, en fait, tout simplement pour imaginer la chose, c'est un petit peu ce qui se passe dans une bouteille d'eau gazeuse ou de champagne. L'air sous pression est dissous dans le liquide et lorsque vous ouvrez le bouchon de la bouteille de champagne, eh bien les bulles vont finir par sortir tout simplement parce que la pression a subitement diminué. Et donc nous en venons
aux principaux aléas, les principales conséquences de ces phénomènes, qui sont tout d'abord les traumatismes dentaires qui surviennent en plongée. Ces traumatismes dentaires, ils sont principalement représentés par ce que l'on appelle les barotraumatismes. Les barotraumatismes, il s'agit tout simplement en fait de traumatismes qui sont liés aux variations de la pression. Les barotraumatismes au niveau orofaciaux se situent notamment au niveau de l'oreille. C'est ce que l'on constate notamment lorsque l'on fait une descente sous l'eau, on sent que nous avons nos oreilles qui poussent, ou bien lorsque nous avons des variations d'altitude en montagne. Et donc, la manœuvre à adopter lorsque nous avons une augmentation de la pression, eh bien, c'est tout simplement ce que l'on appelle la manœuvre de Valsalva, c'est-à-dire essayer de souffler avec le nez tout en le pinçant de telle sorte à rééquilibrer les pressions entre le milieu interne et le milieu externe. La deuxième cavité aérique qui est sujette au barotraumatisme, c'est bien évidemment les sinus. Le principal concerné étant le sinus maxillaire, mais également les sinus ethmoïdaux et le sinus frontal secondairement. Et enfin, il peut arriver des barotraumatismes au niveau dentaire. Et ces barotraumatismes au niveau dentaire se définissent comme étant des fractures d'odonte et ou de restauration ou une perte des éléments prothétiques d'un point de vue rétentif. Et donc, on appelle cela dans la littérature de l'odontocrexie. Et donc, ces barotraumatismes dentaires, ils surviennent par l'existence de facteurs prédisposants qui peuvent être pathologiques, comme étant une carie dentaire, puisqu'une carie dentaire, c'est ni plus ni moins qu'une cavité aérique qui se forme au niveau de la dent, ou non pathologique, c'est-à-dire par exemple une bulle qui apparaît de manière fortuite au sein d'une restauration ou dans un ciment de scellement. Par ailleurs, ces barotraumatismes dentaires sont également favorisés par l'inhalation de certains gaz qui sont fréquemment utilisés en plongée subaquatique, notamment l'hélium. Et cet hélium présente la particularité physique d'avoir une viscosité extrêmement faible, qui lui donne un potentiel de pénétration très importante au niveau de ces cavités aériques d'un point de vue dentaire. Pour illustrer un petit peu ces barotraumatismes dentaires, et par rapport au principe énoncé de la loi de Boyle et Marriott évoqué précédemment, eh bien, en phase de remontée, car c'est ce qui arrive le plus souvent, eh bien, ce qui se passe, c'est sur le schéma de droite que vous pouvez voir, eh bien, les gaz vont venir se dilater. Nous allons avoir un phénomène d'augmentation des volumes au sein de la carie dentaire jusqu'au moment où nous avons une rupture de la tolérance des tissus dentaires, donnant lieu ainsi à une explosion de l'organe dentaire. Au contraire, en phase de descente, sur le schéma en bas, eh bien, nous avons le phénomène inverse. Il y a un phénomène, du coup, de rétraction des gaz de par la pression, et donc du coup tout va venir s'effondrer à cause de cette augmentation de la pression, et donc un phénomène d'implosion. Alors c'est bien beau d'expliquer tout ça, mais comment les prévenir? Alors la prévention est de mise pour éviter ces barotraumatismes, car vous l'avez très bien compris, ils sont liés à soit des restaurations anciennes et non étanches ou des caries dentaires. Et ainsi, les contrôles dentaires sont primordiaux afin de permettre un dépistage précoce des caries dentaires, mais également la vérification de l'étanchéité des restaurations coronaires. En odontologie restauratrice, on utilisera préférentiellement des composites qui sont dits compacts, d'un point de vue propriété, en termes de restauration définitive. Et on va également privilégier des temporisations plus solides, comme à l'image par exemple de verres ionomères, qui ont des propriétés d'élasticité plus intéressantes que par exemple le cavite ou les eugénates. En endodontie, on privilégiera bien évidemment des obturations canalaires compactes
et les recommandations privilégient notamment les obturations réalisées à chaud qui permettent d'éviter d'avoir des espaces aériques au niveau canalaire. Chose très importante à notifier par rapport à ces patients plongeurs, c'est qu'il est totalement prohibé et déconseillé et prohibé de mettre en place une boulette de coton au sein de la chambre pulpaire lorsque vous voyez le patient en urgence, en interséance, car tout simplement, cette boulette de coton où vous mettez une restauration provisoire au-dessus est totalement en fait une bulle d'air qui va être soumise par les variations de pression. Enfin, il n'y a pas de contre-indication à la mise en place d'hydroxyde de calcium en interséance de traitement endodontique. En prothèse conjointe, on va privilégier les ciments qui auront des propriétés de collage, qui vont permettre justement d'avoir une meilleure adhésion et qui auront moins de bulles en leur sein. On aura également les recommandations d'éviter tout mélange manuel, car les mélanges manuels ont démontré qu'ils incorporaient beaucoup plus de bulles que les matériaux qui étaient automélangés. Et enfin, il est proscrit d'utiliser les ciments oxyphosphate ou autres restaurations provisoires. Et donc, la plongée est fortement déconseillée. Outre les barotraumatismes dentaires, nous aurons également, de façon beaucoup plus classique, les chocs dentaires. Alors, ces chocs peuvent être le lieu d'impact direct, comme notamment la chute d'une embarcation qui est instable du fait des vagues, ou bien également, ce qui arrive de façon assez fréquente, mine de rien, c'est l'impact direct de l'échelle lors de la remontée sur le bateau. Enfin, on aura des impacts qui seront dits indirects et qui se feront par l'intermédiaire du détendeur du pratiquant. C'est-à-dire que ce détendeur va être soumis à des chocs, par exemple sur une roche, sur une épave, qui peuvent donner lieu à des chocs et des traumatismes au niveau dentaire. Autre chose aussi qui est importante à savoir, c'est que ces impacts, ces chocs indirects peuvent être le site lorsque nous faisons des manœuvres d'arrachage d'embout, c'est-à-dire des manœuvres d'urgence qui se font très couramment lors des entraînements de plongeurs en cas de ce qu'on appelle une panne d'air, c'est-à-dire que les plongeurs possèdent 2 détendeurs et que si l'un d'entre eux ne présente plus d'air dans sa bouteille, on échange les détendeurs pour pouvoir apporter l'air et donc peut donner lieu à des traumatismes directs d'un point de vue dentaire. Nous avons vu tout ce qui concerne les chocs dentaires. Maintenant, nous allons parler des barodontalgies. Les barodontalgies sont définies comme étant des douleurs dentaires consécutives à des variations de pression. Et donc, ces barodontalgies ont été décrites pour la première fois au cours de la Seconde Guerre mondiale par les aviateurs de l'US Navy, où, durant leur mission, ils ont constaté des douleurs subites d'un point de vue dentaire. Et souvent, il s'agissait de l'expression aiguë d'une pathologie dentaire sous-jacente. Et le souci, c'est que ces barodontalgies sont difficilement diagnosticables, si je puis dire, car nous avons 2 types de barodontalgies qui existent. Des barodontalgies qui sont directes, c'est-à-dire qui viennent directement d'une étiologie pulpaire ou périapicale, mais également des phénomènes d'irradiation des barotraumatismes de l'oreille et du sinus et qui viennent justement causer des douleurs indirectes au niveau dentaire. Alors, ces étiologies dentaires, à quoi elles sont dues? Les barodontalgies directes, elles peuvent être le lieu en fait d'une pression exercée par une cavité aérique, un petit peu de ce qui se passe pour les barotraumatismes, et donner lieu ainsi à des mouvements de fluide canaliculaire et ainsi irriter les nocicepteurs de l'organe pulpaire. Également, ce qui peut se passer,
et c'est ce que l'on a vu avec la loi de Henry, c'est-à-dire l'apparition d'accidents vasculaires au sein de la pulpe dentaire, au sein d'une pulpe inflammatoire notamment, causée par le dégazage, la désaturation des gaz, et ainsi causer des micro-hémorragies au niveau de la pulpe dentaire. Et ça peut donner des douleurs très importantes. Enfin, il peut se passer, dans des cas beaucoup plus rares, des phénomènes de dilatation des gaz produits par les bactéries anaérobies et qui peuvent donner lieu à une stimulation des nocicepteurs parodontaux, mais également, dans des très rares cas, une dissémination bactérienne. Alors, la prévention de ces barodontalgies, elle ressemble un petit peu à ce qui se passe pour les barotraumatismes, c'est-à-dire la réalisation d'examens bucco-dentaires périodiques, si possible tous les 6 mois chez les pratiquants réguliers ou chez les pratiquants occasionnels, 1 fois par an. Il se fait bien évidemment par la réalisation de tests de vitalité permettant de voir et d'examiner l'état d'inflammation pulpaire et la recherche de foyers infectieux potentiels. En odontologie conservatrice, l'utilisation de substituts dentinaires est particulièrement intéressante, comme évoqué précédemment, de par leur propriété très intéressante d'élasticité qui permettent en fait tout simplement de créer une sorte de matelas en cas de variation de pression et de contraintes mécaniques. Également, tout naturellement, il convient de refaire toute obturation défectueuse ou présentant des défauts d'étanchéité, même en l'absence de reprise carieuse. Enfin, il est fortement déconseillé de réaliser de la plongée dans les 24 à 72 heures après tout soin dentaire conservateur. En endodontie, il faut savoir que les coiffages pulpaires sont totalement prohibés, car, comme évoqué précédemment, les barodontalgies sont étroitement liées à un état d'inflammation pulpaire, et donc les coiffages pulpaires peuvent augmenter significativement l'état inflammatoire de la pulpe et causer des douleurs très importantes chez nos patients plongeurs. Il est fortement également déconseillé de plonger lorsque le traitement canalaire n'est pas terminé. Nous avons évoqué que l'hydroxyde de calcium en interséance était toléré, mais il est quand même déconseillé aux pratiquants de réaliser le traitement endodontique, de plonger en interséance endodontique. Bien évidemment, il convient de réaliser des restaurations provisoires bien étanches et en chirurgie orale, pas d'exposition durant 1 à 2 semaines suivant une avulsion dentaire, et tout acte impliquant le sinus donne lieu à une interdiction de plongée d'au moins 2 semaines. Le degré de tolérance en implantologie est de 5 à 8 semaines de restriction. Enfin, la troisième grande problématique que nous retrouvons chez les plongeurs et qui est souvent méconnue, que ce soit par eux ou par les professionnels de santé, ce sont toutes les pathologies liées à l'embout buccal. L'embout buccal, en fait, il faut savoir que c'est un dispositif qui est très important chez le plongeur, qui lui permet tout simplement de respirer correctement, mais c'est ce qui va lui permettre d'être à l'aise et d'avoir un confort dans sa pratique. Si cet embout n'est pas adapté chez le plongeur, nous avons très souvent l'apparition de SADAM, c'est-à-dire de syndrome algo-dysfonctionnel de l'appareil manducateur, chez des patients qui sont a priori sains. Et c'est ça toute la particularité de ces pathologies, c'est-à-dire que pour tout ce qui est barotraumatisme et barodontalgie, nous étions déjà sur des terrains prédisposants où nous avions des pathologies préexistantes. Et bien là, le syndrome buccal du plongeur peut apparaître spontanément chez une personne qui est exempte de tout symptôme au niveau de ses articulations temporomandibulaires. Et donc, ce syndrome buccal, il est consécutif, en fait, tout simplement à une position protrusive non physiologique de la mandibule, comme vous pouvez le voir sur le schéma de droite, qui va mettre le patient tout simplement en prognathie mandibulaire et par le manque de calage postérieur au niveau du dispositif.
C'est-à-dire que, en règle générale, les embouts intrabuccaux permettent un calage uniquement au niveau des prémolaires. Et bien évidemment, ce syndrome buccal du plongeur, eh bien, il concerne particulièrement deux catégories de patients qui sont très sujets au SADAM, c'est-à-dire les femmes et chez les jeunes. Et également, enfin, le syndrome buccal apparaît énormément chez les pratiquants novices qui commencent tout simplement parce que très souvent ils sont stressés et donc ils ont tendance à serrer très fort leurs embouts et également lorsqu'ils évoluent dans un milieu particulièrement froid où justement nous avons des grosses tensions musculaires et créer des perturbations articulo-musculaires des ATM. Eh bien, les conséquences, tout simplement, eh ben, ce sont exactement les mêmes que nous pouvons retrouver pour toute dysfonction temporomandibulaire, c'est-à-dire des douleurs musculo-articulaires, des douleurs au niveau dentaire, des algies faciales, mais également des craquements et des bruits articulaires. Et ce que l'on a tendance également à ne pas savoir, c'est que ces dysfonctions temporomandibulaires chez les plongeurs peuvent donner lieu à un blocage de la trompe d'Eustache. La trompe d'Eustache, c'est quelque chose de très important d'un point de vue anatomique, notamment pour l'équilibration des pressions au niveau de l'oreille, car c'est par cet organe, si je puis dire, que nous pourrons réaliser l'équilibration des pressions par la manœuvre de Valsalva, comme évoqué précédemment. Et donc, vous le comprendrez très bien que si cette trompe d'Eustache venait à être bouchée, on ne peut pas réaliser de manœuvre d'équilibration des pressions et donc une prédisposition très importante à subir un barotraumatisme de l'oreille moyenne. Chose également qu'on a tendance à oublier au niveau des embouts intrabuccaux, c'est qu'ils peuvent également donner lieu à des microtraumatismes, notamment au niveau dentaire et au niveau des restaurations. On aura également tout un phénomène de microtraumatisme au niveau parodontal, c'est-à-dire que nous aurons une agression forcée des dents et qui peut donner lieu, dans de rares cas, à des risques de nécrose, des traumatismes au niveau du parodonte. On aura également au niveau des tissus mous des phénomènes de frottement, car ces embouts, lorsqu'ils ne sont pas adaptés, ne correspondent pas tout simplement à l'environnement anatomique du patient au niveau des freins, des brides. Et également, il a été démontré que la pression excessive de ces embouts pouvait compromettre l'ostéo-intégration d'implants qui venaient d'être posés. Et donc, ces phénomènes qui sont liés aux embouts, ils peuvent être palliés tout simplement par ce que l'on appelle l'embout personnalisé. Il faut savoir qu'il existe plusieurs embouts pour nos patients plongeurs. Tout d'abord, le premier qui est l'embout du commerce que vous trouvez partout à des prix très attractifs, qu'il ne faut surtout pas conseiller aux patients car ils sont extrêmement iatrogènes d'un point de vue bucco-dentaire. Mais il conviendrait de conseiller plutôt les deux autres catégories qui correspondent aux embouts semi-personnalisés et les embouts personnalisés. Les embouts semi-personnalisés sont en vente dans les enseignes de commerce sportif. Et en fait, il s'agit tout simplement, un peu comme pour les protections dentomaxillaires chez les boxeurs, de dispositifs thermoformables où vous avez l'embout que vous venez plonger dans de l'eau bouillante et ensuite vous venez mordre chez vous pour qu'il ait la forme des dents. L'idéal est tout simplement et évidemment l'embout personnalisé qui est réalisé chez un chirurgien dentiste ou un stomatologue car il permet une conception sur mesure du dispositif. Et vous avez toute la liste des avantages qu'il présente. Une meilleure isolation thermique, c'est-à-dire une isolation thermique au niveau des muqueuses qui permettent de moins serrer lorsque l'on évolue au froid. On est bien évidemment dans des situations où on est adapté
aux tissus mous, aux freins, aux brides, mais également aux édentations, car ces dispositifs sont indispensables chez les patients qui sont porteurs de prothèses amovibles, tout simplement parce que ils sont prohibés. Un plongeur qui a des prothèses amovibles ne doit pas plonger avec ses prothèses amovibles, mais également les jeunes plongeurs, et maintenant moins jeunes chez les adultes, qui portent des dispositifs orthodontiques type multibag. Et donc, ces embouts sur mesure permettent une position physiologique de l'ATM avec une position qui se rapproche un petit peu plus de l'occlusion en intercuspidie maximale, un respect de l'anatomie occlusale et donc qui réduit les forces musculaires qui sont appliquées au niveau des muscles manducateurs. On aura enfin une homogénéisation des contraintes et une optimisation de l'équilibration tubaire lors des manœuvres de Valsalva et diminue ainsi le risque de subir un barotraumatisme de l'oreille moyenne. Donc, ces embouts sur mesure, comment on les fait? Eh bien, c'est relativement simple, hein. C'est-à-dire que le chirurgien dentiste réalise son empreinte, il enregistre l'occlusion, il envoie tout ça à son prothésiste qui fait tout simplement une maquette en cire. Ces images sont issues d'un ouvrage très intéressant de l'odontologie du sport d'Henri Lamandin que je vous invite fortement à lire et qui est très intéressant. Et ensuite, eh bien, nous avons une mise en moufle pour permettre l'injection du silicone industriel et qui permettent d'avoir un embout polymérisé qu'on vient ensuite essayer sur articulateur, faire des finitions et enfin l'insérer au niveau du détendeur du plongeur. Et donc nous avons donc un dispositif qui est fait de façon très simple et qui permet au plongeur un meilleur confort et une meilleure sécurité de ses plongées. Pour cette dernière partie, je vous propose de nous pencher sur une étude que nous avons réalisée en 2020 pour notre thèse qui concernait l'état de la prévention bucco-dentaire chez nos patients plongeurs en France. Alors, nous sommes face à ces différents constats, nous nous sommes posés plusieurs questions, notamment quelle était la part des complications bucco-dentaires dans les accidents de plongée? Parce que on entend souvent parler de ces accidents qui sont liés au syndrome buccal, aux variations de pression, mais nous n'avons encore très peu de chiffres sur ces éléments-là et nous voulions les quantifier. Ensuite, nous avions déjà des petits prémices pour le syndrome buccal, mais existe-t-il des facteurs de risque face à ces complications? Par rapport à la prévention, comment est organisée cette sensibilisation chez les plongeurs? Est-elle efficace? Et enfin, quelle est l'observance des pratiquants en matière de prévention bucco-dentaire? Quels sont les acteurs qui rentrent en compte? Est-ce les professionnels? Est-ce les clubs? Est-ce les médias? Et enfin, si nécessaire, comment l'améliorer? Pour cette étude, tout simplement, le meilleur outil que nous avions à disposition pour répondre à ces questions, c'était de faire un questionnaire. Ce questionnaire comportait 3 parties. Dans un premier temps, nous avions cherché à connaître le profil des répondants, c'est-à-dire leur âge, leur sexe, leur niveau, leur fréquence et leur expérience en matière de plongée subaquatique. Enfin, nous avions une deuxième partie où nous sommes un petit peu plus intéressés sur l'état de la prévention bucco-dentaire en plongée. Est-ce qu'ils faisaient des consultations dentaires? Chez qui? Chez leurs médecins, autres professionnels? Quel était leur état de sensibilisation face à ces risques? Quels étaient les acteurs qui sont rentrés en compte dans cette sensibilisation? Et enfin, dans une troisième partie, nous nous sommes intéressés sur les différents accidents qui sont potentiels, qui sont survenus en fait chez les plongeurs qui ont été interrogés. Donc, nous avions commencé par faire une phase de test chez un panel de plongeurs avant la diffusion afin de tester, on va dire,
la pertinence du questionnaire. Et enfin, nous avons collecté ces données par un questionnaire en ligne qui se fait de façon très simple par un Google Forms. Et ce questionnaire a été diffusé déjà dans un premier temps au sein des associations de plongée, mais également sur les réseaux sociaux par l'aide bienveillante de la Fédération d'études des sports sous-marins, mais également lors de rencontres de terrain où nous sommes allés voir les plongeurs et leur avons donné les questionnaires et ainsi pu avoir des échanges très enrichissants sur ce domaine. Les résultats, eh bien, ils ont mené à l'inclusion de 1015 questionnaires de plongeurs qui ont montré un réel enthousiasme face à cette thématique dont ils se sentaient particulièrement préoccupés. Et le profil de ces pratiquants était extrêmement varié car ils étaient généralement de tous âges et de tous niveaux, ce qui permettait d'avoir une très bonne représentativité de la population générale des plongeurs en France. Le premier chiffre qui apparaît lorsque nous avons collecté ces données, eh bien, c'est que tout simplement les complications bucco-dentaires sont apparues chez environ un quart des répondants, ce qui est énorme. Donc, en termes de prévalence, nous avons relevé notamment eh bien, des barodontalgies qui survenaient à environ 10% des pratiquants, ce qui est assez élevé, et un syndrome buccal qui était de l'ordre de 13-14%. Comme vous pouvez le voir sur ce tableau, dans la littérature, dans certaines études, nous avons trouvé des données qui montaient bien évidemment très haut, allant de 21 à 26% pour le syndrome buccal. En second plan, nous retrouvons dans une moindre mesure les traumatismes dentaires, donc tout ce qui était choc dentaire direct et indirect, mais également les barotraumatismes, à 4,6% tout de même, mais également les douleurs gingivales qui étaient présentes chez un peu moins de 3% des pratiquants. Les facteurs de risque identifiés concernaient notamment le syndrome buccal, ou eh bien, tout simplement qui confirme les données qui ont été retrouvées dans la littérature, c'est-à-dire chez des sujets qui sont particulièrement jeunes et chez les femmes. Les barodontalgies et les barotraumatismes, au contraire, ont été retrouvés chez des pratiquants qui sont plutôt expérimentés dans le domaine de la plongée. Bon, nous n'avons pas d'explication très claire là-dessus, mais nous supposons, par exemple, eh bien que ces plongeurs expérimentés, en l'occurrence, utilisent beaucoup de mélanges de gaz composés d'hélium. Et cet hélium, comme dit précédemment, eh ben, a un pouvoir pénétrant très important au niveau des restaurations et donne lieu très facilement à des barotraumatismes et des barodontalgies. Les barodontalgies donc chez les patients expérimentés et les barotraumatismes chez les plongeurs plutôt âgés et chez les hommes. Concernant l'état de la prévention bucco-dentaire chez ces plongeurs, il faut savoir que lorsque nous avons demandé à ces patients plongeurs s'ils étaient sensibilisés à ces risques, eh ben, vous pouvez voir que presque 100% d'entre eux ont dit qu'ils ont été sensibilisés à ces risques et les 3/4 d'entre eux estimaient même que ces informations étaient claires, de bonne qualité et suffisantes. Mais néanmoins, nous constatons un certain contraste puisque près de 50% des plongeurs de premier niveau n'ont jamais été informés de ces risques. Et comme dit au début de cette présentation, eh bien, les premiers plongeurs exposés à ces accidents de plongée, c'est lors des premiers mètres, et donc ce sont les plongeurs de premier niveau. Lorsque nous demandons aux patients d'où est venue l'origine de cette prévention, eh bien, vous pouvez voir sur le graphique en bas que les premières lignes d'information concernent principalement les formateurs de plongée qui ont un rôle très important dans cette sensibilisation initiale. Et puis viennent en second plan la documentation et le bouche à oreille entre les plongeurs. Et enfin, en queue de peloton, nous retrouvons le chirurgien dentiste à 11,6% de la sensibilisation, ce qui est quand même assez peu.
Alors ensuite, concernant les consultations bucco-dentaires, nous avons demandé aux plongeurs s'ils allaient voir régulièrement, du moins annuellement, leur dentiste dans le cadre de leur plongée. Eh bien, ils sont moins de 1 sur 2 aller voir leur dentiste pour faire des contrôles dans le cadre de leur plongée, ce qui est évidemment très peu. Et 65% des plongeurs dont le chirurgien dentiste connaissait la pratique n'étaient même pas sensibilisés par le praticien, ce qui montre qu'il y a une certaine lacune dans la communication et les connaissances des praticiens dans ce domaine-là. Et c'est dommage parce que, comme vous pouvez le voir sur le tableau du bas, eh bien, les patients qui ont des habitudes de contrôle bucco-dentaire régulier chez leurs praticiens, eh bien, ils ont significativement moins d'accidents bucco-dentaires que ceux qui n'y vont pas. Et ces résultats ont montré une différence significative, notamment en ce qui concerne les parodontalgies. Enfin, pour terminer toute cette analyse quantitative, et qui m'intéresse particulièrement, eh bien, c'est l'état de la connaissance des plongeurs sur les embouts intrabuccaux sur mesure. Et donc, dans cette étude, seulement 37 de ces plongeurs de l'échantillon sur les 1015 interrogés utilisaient des embouts semi ou personnalisés, ce qui est évidemment très peu. Et seulement à peine 13% des répondants connaissaient l'existence de ces embouts personnalisés. Et là encore, lorsque l'on s'intéresse à l'origine de cette information, eh bien, le chirurgien dentiste arrive également en queue de peloton, puisque eh bien, ils avaient connaissance de ces embouts personnalisés souvent par le moniteur ou par le bouche-oreille, et le chirurgien dentiste ne les avait pas forcément conseillés en ce sens. Donc, pour conclure sur cette enquête, nous pouvons constater que la sensibilisation est quand même effective chez les plongeurs, c'est-à-dire qu'ils ont eu connaissance qu'il y avait des risques de leur pratique par rapport à leur santé bucco-dentaire. Bon, bien qu'elle soit renforcée quand même chez les débutants, il y avait 50% qui n'en avaient pas connaissance, et c'est le public qui nous intéresse le plus en l'occurrence. Mais néanmoins, nous constatons qu'il y a une prévention qui est assez insuffisante, notamment en ce qui concerne les embouts intrabuccaux, par exemple, et que notamment ces pratiquants qui sont informés ne sont pas suffisamment redirigés, orientés vers leurs praticiens. Et enfin, nous avons constaté au cours de notre étude que, on avait une connaissance des risques et des recommandations qui étaient souvent méconnues par les chirurgiens dentistes, tout simplement parce que on ne leur avait pas forcément appris en formation initiale et en formation continue. Si nous pouvons résumer un petit peu ces conclusions sur un schéma, nous pouvons voir, par exemple, que nous avons déjà une première ligne d'information qui est modélisée en orange, qui a un rôle principalement de sensibilisation, c'est-à-dire d'informer sur les risques. Cette sensibilisation, elle est réalisée par souvent les acteurs de terrain dans le milieu des plongeurs, donc souvent les clubs, les associations, mais également tous les médias qui permettent justement la communication, la presse, les réseaux sociaux chez les plongeurs. Et cette première ligne de sensibilisation, eh bien, elle a un but, tout simplement, c'est un accompagnement et une motivation vers une deuxième ligne d'information qui, elle, est beaucoup plus spécifique, beaucoup plus préventive et qui, elle, est réalisée par des professionnels de santé, en l'occurrence les chirurgiens dentistes, d'autres professionnels, par exemple les médecins généralistes, les médecins du sport, les ORL, les maxillofaciaux, etc. Et cette prévention, elle se fait par des informations spécifiques relevées par le praticien, un suivi régulier, et tout ça, bien évidemment, entretenu par une formation initiale et continue. Alors, comment agir sur ce schéma pour optimiser la prévention bucco-dentaire chez nos patients plongeurs? Eh bien, la première chose, c'est d'identifier, c'est-à-dire agir sur la première ligne d'information en identifiant
nos patients qui pratiquent la plongée subaquatique en intégrant les pratiques sportives dans l'anamnèse médicale, le questionnaire, afin de pouvoir les identifier et d'instaurer un dialogue qui permet justement de savoir un petit peu la pratique du patient, les dispositifs qu'il emploie, s'il a déjà eu des accidents, et ainsi avoir une attitude personnalisée pour réaliser une prévention efficace. Bien évidemment, tout cela mène à une transition par l'accompagnement et la motivation, pour amener un gros travail pour que ces patients puissent être amenés à consulter leur chirurgien dentiste, parce que c'est ce que nous avons vu. Ils ont conscience de ces risques, on les a informés, mais on ne les a pas redirigés. Et ça, c'est l'enjeu de cette étude, c'est-à-dire de motiver nos patients plongeurs dans le milieu civil à venir nous consulter. Et enfin, troisième axe d'amélioration qui peut être relevé, tout simplement, c'est le renforcement de la formation des praticiens en matière de dentisterie de la plongée. Et donc, pour donner lieu à ces perspectives-là et conclure un petit peu notre étude, nous avons choisi de créer un outil, tout simplement, de communication afin d'agir sur l'accompagnement et la motivation des patients plongeurs vers leurs praticiens. Et ceci, ça a donné lieu à la création d'une affiche qui a été conçue par des professionnels de la communication, qui a permis de créer un message tout simple auprès des patients qui leur explique un petit peu les risques auxquels ils sont exposés, mais également de leur dire que ces risques sont facilement évitables. Et le message final est tout simplement de dire « allez voir votre chirurgien dentiste pour faire de la prévention ». Vous avez l'affiche sur cette diapositive et un QR code qui est à côté. Je vous invite fortement à le scanner où vous serez redirigé vers un lien de téléchargement pour pouvoir l'afficher au sein de vos cabinets. Donc voilà. Et donc cette affiche, elle a été conçue par des pictogrammes, par des messages très simples. Et donc les cibles, bien évidemment, ce sont les clubs de plongée. Il a été diffusé à certains clubs de plongée de la Méditerranée pour que justement les patients puissent se rediriger vers leurs praticiens. Et ça marche après un an de recul sous format numérique au niveau des réseaux sociaux. Nous l'avions diffusé. Mais également, au niveau des cabinets médicaux, dans ma salle d'attente, je l'ai affiché. Et du coup, j'ai eu énormément de patients qui ne m'avaient pas dit de base qu'ils faisaient de la plongée. Et donc, du coup, instaurer un dialogue et ainsi avoir une prévention efficace chez ces patients qui, pour la plupart, ont eu des aléas et des complications bucco-dentaires au cours d'une plongée. Et donc, les objectifs, de les orienter vers leurs praticiens et ainsi de placer le patient plongeur en tant qu'acteur de sa santé bucco-dentaire. En conclusion de cette conférence, la plongée, c'est une activité physique qui a un risque, dont les accidents sont loin d'être isolés. On a des prévalences qui étaient, pour la plupart, qui étaient élevées, avec un quart de complications bucco-dentaires. Pour les barodontalgies, c'était 1 sur 10. Pour le syndrome buccal lié aux embouts, on était de 15 à 25-26%, ce qui est énorme. Et donc, par rapport à ces risques, la communauté est bien sensibilisée, notamment au cours des formations de plongée par les centres et les associations. Mais voilà, on a un manque d'information et d'accompagnement dans la transition vers cette deuxième ligne d'information vers les professionnels de la santé bucco-dentaire. Et donc, ces démarches préventives de dentisterie de la plongée doivent s'inscrire dans une approche globale, pluridisciplinaire et adaptée aux patients, car certes, nous avons un rôle à jouer en tant que chirurgien dentiste sur leur santé bucco-dentaire, mais également, il ne faut pas oublier l'importance de l'approche pluridisciplinaire avec la concertation avec les médecins traitants, les ORL, qui sont souvent responsables du suivi bucco-dentaire de plongeurs,
et ça permet d'aboutir à un niveau de prévention très élevé et qui diminue significativement les complications bucco-dentaires. Et donc, si on peut résumer cette conférence par 4 grands mots importants et qui est valable un petit peu pour l'odontologie du sport en général d'un point de vue préventif, et ben les 4 axes à développer qui sont fondamentaux dans cette démarche, et bien un, c'est d'identifier les patients plongeurs, les patients sportifs en général, par l'intégration des pratiques sportives dans le questionnaire médical, car d'un point de vue personnel, je trouve qu'ils ne sont pas assez intégrés et c'est bien dommage parce qu'aujourd'hui, nous avons des gens font des pratiques sportives d'un niveau de plus en plus élevé, parfois même de façon très dangereuse, hein, et donc il convient d'identifier tous ces sports à risque qui peuvent donner lieu à des complications bucco-dentaires parfois désastreuses. Enfin, l'importance d'informer les patients des risques et des soins spécifiques à cette pratique, développer les connaissances acquises du chirurgien dentiste au cours de sa formation initiale et continue, qui permettent justement de répondre aux questions des sportifs et des patients plongeurs dans notre situation. Et enfin, tous ces éléments nous permettent une chose, et ben, c'est de dépister toutes lésions qui peuvent compromettre la sécurité du plongeur et de les traiter, car bien évidemment, tout aléa au cours de cette pratique sportive qui est la seule qui prive l'organisme d'une de ses fonctions vitales peut être fatale. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et je suis disponible pour répondre à vos questions. Voilà. Merci beaucoup de ta présentation. Très instructive, qui nous a permis de nous éclairer en effet sur les différents risques, sur nos conduites à tenir, notamment au niveau de nos soins. Donc c'est très bien. Et puis aussi, je souligne quand même les résultats de ton étude parce que plus de 1000 réponses, c'est quand même pas anodin. Ça fait une belle étude. Et puis avec des résultats qui sont dans la moyenne des études observées ailleurs. Donc qui est représentative. Donc c'est aussi pour ça que ta thèse nous avait plu par le biais de l'étude que tu avais menée ensuite. Alors, juste pour revenir un tout petit peu sur ce que tu as dit, certains spectateurs ont cru peut-être relever une petite erreur. Tu as parlé en cas d'extraction qu'il n'y avait pas de plongée avant 7 jours. C'est avant ou après? C'est après. Oui. Je suis désolé, j'ai eu une petite erreur technique, j'ai perdu le diapo, c'est pour ça. Pas de souci. Mais en fait, voilà, c'est pour ça qu'on le reprécise. Oui. C'était bien après. Et justement, ça étonne quand même un téléspectateur qui trouve qu'une semaine, c'est peu, que lui, il avait plutôt dans l'idée de conseiller 1 mois d'arrêt. Est-ce que une semaine c'est le minimum, mais est-ce que on a un chiffre, une moyenne plus importante? Alors, la notion d'une semaine, en fait, elle apparaît tout ça. On l'a trouvée dans les recommandations des métiers en milieu hyperbare, c'est-à-dire pour tous ceux les scaphandriers notamment. Et donc nous avions trouvé en effet une semaine. Alors après, en effet, les scaphandriers c'est pas exactement la même pratique de la plongée, si je puis dire, que la plongée bouteille. Donc là, on était sur une semaine. En effet, 1 mois serait plus adapté, hein, c'est sûr. Mais une semaine, c'est un minimum syndical. Ouais. Ok. Il y a une question sur les soins odontologiques où en fait la personne pensait qu'il fallait éviter de faire des cavités en contre-dépouille. Est-ce que ça, c'est encore d'actualité ou est-ce que justement ça peut être comblé par les différents matériaux d'obturation que l'on a qui vont épouser un petit peu plus Alors oui, ça c'était le cas avant. Et maintenant, avec l'apparition du collage et des forces d'adhésion qui sont maintenant, qui sont impressionnantes maintenant, on n'a plus du tout ces contraintes liées à la mécanique et au design de la cavité. Hein. Donc, que
que vous mettiez en dépouille ou en contre-dépouille, il n'y a pas d'impact significatif, du moins à l'heure d'aujourd'hui, Ouais. sur la pratique de la plongée. Mais par contre, pensez à, à utiliser des matériaux de restauration qui vont Et voilà, plus s'étendre. en odontologie conservatrice, ce qui convient de faire, et l'importance est cruciale, c'est le choix du matériau. C'est-à-dire, c'est ce que j'avais dit, des matériaux qui présentent un niveau de compaction qui sont assez élevés. C'est notamment le cas des composites assez chargés, assez compacts. Et pour tout ce qui est stratification amélaire et l'utilisation privilégiée, ça c'est très important, de substituts dentinaires. Donc par exemple de la biodentine, des verres ionomères qui possèdent vraiment des modules d'élasticité qui sont très intéressantes lorsqu'ils sont soumis à des contraintes mécaniques. Très bien. Concernant les embouts, alors il y a une personne qui demande est-ce que il y a des noms d'entreprises qui se spécialisent là-dedans ou est-ce qu'on passe par forcément notre prothésiste? Encore faut-il qu'il soit au courant. Oui. Alors, pour les embouts semi-personnalisés, donc ceux qui sont Ouais. C'est thermoformables, dans le commerce. bien chauffés, ça, c'est des choses qui sont assez démocratisées maintenant et qu'il faut inviter les patients à acheter parce que maintenant, ce n'est plus très onéreux. Alors, il y a, si je peux donner le nom de marque, des marques spécialisées dans la plongée, comme par exemple, vous avez Aqualung, vous avez Mares, vous avez Scuba Pro aussi. Mais après, vous avez des enseignes, on va dire, plus populaires comme Decathlon, par Mmh. exemple. Decathlon, même Intersport, il me semble qu'ils commencent à vendre des dispositifs comme ça, semi-personnalisés. Alors après, le mieux, c'est en effet le dispositif personnalisé fait sur mesure. Et là, il faut obligatoirement passer par le prothésiste. Je ne connais pas à ce jour d'entreprise un petit peu comme les gouttières contre l'apnée du sommeil, par exemple, où on envoie une entreprise qui nous renvoie l'embout. Donc moi, c'est mon prothésiste qui le fait. Je lui avais parlé de ça, il s'est formé tout seul. Bon, visiblement, c'est pas très compliqué, c'est à la portée de tout prothésiste. Encore faut-il qu'il soit motivé de le faire et que ça l'intéresse. Mmh, bien sûr. Euh, donc, une autre question sur les embouts. En fait, lorsqu'on doit refaire une obturation, est-ce que on se sert de l'embout pour faire une sorte de moule par rapport à l'obturation, ou est-ce qu'il faut mieux réaliser un nouvel embout? Bah, l'idéal, c'est de refaire un nouvel Ouais, bien embout. sûr. Voilà. Et c'est là l'intérêt, on va dire, des embouts semi-personnalisés, parce que un embout personnalisé, ce n'est pas, en termes de coût pour le patient, on n'est pas du tout sur les mêmes échelles. Donc, chez des patients chez qui où on a des soins à faire, où on va dire on a une instabilité sur du moyen long terme, sur les restaurations, les choses comme ça, vaut mieux plutôt investir dans des embouts semi-personnalisés qui soient facilement remplaçables. De toute façon, pour un plongeur régulier, en général, ils changent leurs embouts tous les 2, 3 ans grand maximum. Hein. D'accord. Donc, Lorsqu'on a un édentement, un faible édentement, il manque une dent ou deux, cet embout, du coup, est-ce qu'il doit suivre, il doit se placer dans l'édentement, ou est-ce qu'il touche juste les faces occlusales? il se place dans l'édentement. En Ouais, fait, il vient combler l'édentement. exactement. Voilà, il vient prendre l'assise sur la crête édentée. Ouais, Et ouais. justement, c'est bien parce que ça va permettre à l'embout de gagner de la rétention, c'est-à-dire que il y ait moins de force occlusale à développer pour le maintenir en bouche, et ça permet du coup un meilleur confort pour le patient plongeur. Hmm. Pour revenir sur les soins, il y a une question, pourquoi faut-il attendre après un soin? Eh bien, tout simplement parce qu'un soin, je m'étais posé la même question quand je faisais ma thèse et j'avais posé la question à un praticien qui faisait ça dans le domaine militaire. Eh bien, parce que quand vous faites un soin dentaire, lorsque vous êtes un petit peu dans la dentine, il peut se passer des réactions un petit peu inflammatoires au niveau pulpaire, des petites réactions inflammatoires suite à un soin.
il est assez fréquent, hein, après qu'on fasse des soins des patients, des soins de carie, tout simplement que la dent soit un petit peu sensible dans la semaine ou les jours qui suivent le soin. Et en fait, c'est à cause d'une petite inflammation suite à l'intervention. Et donc, du coup, vu que la pulpe est inflammatoire, eh bien, on a une hyperémie et donc des phénomènes de barodontalgie qui sont accrus si le patient venait à plonger dans les jours qui suivent. Ok. Est-ce qu'il y a une différence entre l'apnée et la plongée en bouteille? Alors ça, c'est Les une mêmes question problèmes. qui est très intéressante. Qui est très intéressante pourquoi? Parce que l'apnée, c'est la discipline qui est en train d'exploser en France. D'exploser parce qu'on a nos champions nationaux. Donc voilà. Donc elle est considérée un petit peu comme une pratique extrême de la plongée, hein. Donc bien évidemment, on n'aura pas de soucis qui sont liés aux embouts parce qu'ils n'en ont Oui, pas. d'accord. Mais par contre, attention, ce qui se passe, c'est que en effet, les phénomènes liés aux variations de pression, elles seront beaucoup plus importantes parce qu'un plongeur en bouteille, eh ben, on a des phénomènes de palier, on descend pas tête basse d'un coup, on y va tout doucement, tranquillement, alors qu'un plongeur en apnée, eh ben, son but, c'est de descendre le plus loin possible et le plus vite possible. Et donc les variations de pression, elles sont énormes, elles se font de façon très brutale. Et comme évoqué, eh bien nous, ce qui nous intéresse, c'est pas forcément les valeurs absolues de la pression, mais bien leurs variations. Et vu qu'on a des variations brutales, eh bien les risques sont bien évidemment accrus. D'accord. Très bien. Est-ce que tu disais dans l'étude, tu avais remarqué que la plupart avaient quand même été prévenus par les formateurs de plongée. Est-ce que justement, quand on s'inscrit une première fois pour faire un baptême, les plongistes, enfin les formateurs, posent une sorte de questionnaire médical comme nous on peut faire au cabinet, et notamment, est-ce que ils ont des problèmes dentaires, est-ce que ça fait partie de leur questionnaire? Tu veux dire que s'ils donnent un questionnaire ou si on peut Ouais, donner un en questionnaire? fait, tu disais que dans ta thèse, tu avais remarqué que la plupart des gens avaient quand même été informés des risques Ouais, par le biais du formateur en plongée. Et donc, je m'interrogeais à savoir si, quand tu t'inscris pour faire un baptême de plongée, ouais. est-ce que on te pose des questions? Est-ce qu'on te fait une sorte de petit questionnaire médical, comme nous, on peut faire au cabinet dentaire? Et notamment, est-ce qu'on te pose la question, est-ce que vous avez des problèmes dentaires? Non. Alors non, pas Non. du tout. Faut savoir, enfin après, pour connaître beaucoup de moniteurs de plongée, je vais pas dire que ça ne les intéresse pas, mais pour eux, tant qu'ils ont, on va dire, un certificat médical de non-contre-indication, c'est que tout va bien. Et donc eux, ils D'accord. s'occupent beaucoup plus de la partie technique. Et en effet, ce serait très intéressant à développer ça. Mais après, je pense que le souci, c'est que s'ils ont ces données-là, après, qu'est-ce qu'ils peuvent ils sont un petit peu dépourvus par rapport à ça. Et Ouais. justement, ils sont dépourvus, mais après, c'est un petit peu paradoxal. Ils adressent pas les patients vers leur dentiste si on leur dit ça. Après, voilà, très sincèrement, je pense qu'il y a pas mal d'auditeurs qui doivent être plongeurs réguliers ou qui doivent avoir des niveaux. Les risques glucodentaires dans la formation de plongée, du moins dans la formation théorique, ils sont extrêmement sommaires, hein, c'est-à-dire moi, je me souviendrai toujours, j'avais un manuel théorique et puis les histoires, les complications dentaires, c'était 2 lignes, Mhm. quelque chose comme ça. Donc Ouais. voilà. Est-ce que, donc on a parlé de l'apnée, mais est-ce que c'est aussi le même processus chez les alpinistes? Oui, tout à fait. Parce que nous, on a vu ce qui se passait quand on descendait. Il se passe exactement la même chose quand on remonte. Euh, Ce qui se passe chez les alpinistes, c'est exactement la même chose, hein, et ça arrive de temps en temps. Alors dans une moindre mesure. Pourquoi? Parce que tout simplement les variations de pression sont beaucoup moins importantes parce que quand l'eau elle a une masse volumique qui est beaucoup plus élevée et donc du coup la colonne d'eau exerce beaucoup plus de pression qu'une colonne d'air. Donc si vous voulez
quand on change d'altitude, on a moins de variations de pression, mais en effet, ça arrive. Et c'est exactement ce qui se passe dans le milieu de l'aviation. On a pas mal de barodontalgie parce que justement, on a exactement le même phénomène de variation d'altitude et de variation de pression, tout simplement. C'est lié à la physique. Voilà. Ok. Il y a une personne qui demande, est-ce que tu peux nous redire le nom du livre sur la fabrication des embouts de plongée anatomique sous-marine et le nom de l'auteur? C'est le livre, c'est tout simplement, ça s'appelle Odontologie du sport. Et l'auteur, c'est Henri Lamandin, Lamendin. C'est un ouvrage qui date un petit peu, mais qui est tout à fait encore d'actualité et qui explique non seulement les problèmes bucco-dentaires en plongée, mais tous les problèmes qui sont liés à une pratique sportive. Et c'est un petit bouquin qui doit faire à peine 100 pages et qui résume très bien toutes les conduites à tenir Problématique. des sportifs. Voilà. Ok. En ce qui concerne les contre-indications pour les bacs d'orthodontie, comment fait-on pour les jeunes qui vont faire des plongées de temps de leur voyage à l'étranger, par exemple? Alors, je pense que je me suis mal exprimé. Il n'y a pas de contre-indication pour les ports de multipag. C'est juste qu'en fait, il faut porter un dispositif sur mesure. Voilà. C'est vivement conseillé, du moins. Voilà. Très bien. Ok. Alors, je te dis, en club je lis la question, en club pour les baptêmes, les détenteurs étant rincés par trempage dans un bac avec du produit à l'époque, il y a une vingtaine d'années, je me demandais déjà si c'était suffisant pour assurer une bonne désinfection. Les protocoles ont-ils changé depuis la Covid? On a encore plus conscience de cette nécessité de ne pas échanger les germes. Les clubs en ont-ils conscience? Y a-t-il une autre solution? Alors oui, ça c'est une question qui est évidemment d'actualité, qu'on avait évoqué lors de la thèse, c'est-à-dire que dans un contexte de pandémie mondiale où on a des virus qui se transmettent par voie aérienne ou voie buccale, en effet, c'est vivement conseillé d'utiliser des dispositifs qui sont à soi. Alors bien évidemment, chez des pratiquants occasionnels, ils n'ont pas d'autre choix que de louer leur matériel. Ils le désinfectent. Alors les protocoles restent inchangés, hein, ça reste du désinfectant. Ils trempent ça dans des solutions, on va dire classiques, ça, qui marchent plutôt bien. Alors il y a très peu de il y a très peu de prévalence de transmission de germes par le biais des embouts. Peut-être, je pense qu'il y a un biais parce que on ne s'y est peut-être pas trop attardé. J'avais vu juste une étude qui parlait de ça et c'était sur la transmission d'autres virus, mais c'était pas lié au Covid. Mais c'est également très intéressant à relever et c'est une des raisons également à encourager les pratiquants à avoir leur propre dispositif intrabuccal, même si les clubs de plongée mettent tous les moyens nécessaires pour éviter toute contamination, ils le font très bien. Okay. L'embout personnalisé au niveau des arcades, ok pour le prothésisme, mais pour la connexion avec le détendeur, ça s'achète à part. Le prothésiste fait comment entre les deux silicones pour fixer l'ensemble? Alors, en fait, tout simplement, je peux revenir en arrière? Oui, il n'y a pas de problème. Diapositive. Eh bien, hop. Eh bien, tout simplement, en fait, je pense, si j'ai bien compris la question, c'est comment connecter la partie transparente avec le détendeur. C'est ça. En fait, c'est très simple. Il y a juste une petite goupille qui tient tout ça. Quand vous achetez le détendeur, il y a l'embout standardisé qui est fixé à l'aide d'une goupille. On la dégoupille. Et en fait, c'est élastique. Il y a juste à tirer et puis on enlève. Et donc, du coup, le prothésiste, on peut prendre également l'empreinte de cette partie-là qui est, on va dire, si je peux dire, la partie mâle. Et donc, du coup, pour former l'orifice qui va permettre à l'embout de venir se mettre. Et puis après, on remet une autre pille et puis c'est fixé. Et ça tient très bien. Parfait. Et dernière question, y a-t-il des accidents aussi avec les caissons hyperbares? Alors, dans le milieu médical, les caissons hyperbares, non. Non. Pourquoi? Parce que en fait, tout simplement, on maîtrise très bien la pression qui est à l'intérieur.
Et justement, les médecins qui mettent ces patients dans les caissons, eh ben, ils font en sorte de faire une variation très douce de la pression. C'est-à-dire que ce qui est dangereux dans les barotraumatismes, c'est si on a une variation très, très importante qui n'est non maîtrisée. Si par exemple on a une bulle, mais que on monte la pression tout doucement, et ben l'air a le temps de s'évacuer tranquillement pour ensuite remonter la pression tout doucement. C'est tout simplement parce qu'on maîtrise les variations de pression dans les caissons. Très bien. Et le téléspectateur revient là sur les appareils orthodontiques chez les jeunes. Donc, tu as dit qu'il fallait des embouts sur mesure. Et il précise même pour une pratique occasionnelle, c'est que pendant les vacances, les grandes vacances. Alors, conseil, hein. Désolé si j'ai mal répondu à la question. Alors, obligatoire non, fortement recommandé oui. Voilà. Et forcément, si on veut réduire le nombre le risque, il faut mieux s'adapter. Bah oui, il y a l'histoire du risque et puis il y a surtout, enfin le confort du patient. C'est quand même beaucoup plus agréable quand on a un dispositif orthodontique d'avoir un embout qui soit adapté aux bagues plutôt que quelque chose qui frotte les bagues, de les décoller. Ça peut même créer des tractions désagréables au niveau dentaire. Hein. Ouais. Après, très sincèrement, pour argumenter auprès des patients, enfin, grosso modo, il me semble un embout semi-personnalisé que vous trouvez dans le commerce sportif, ça doit être une trentaine d'euros, quelque chose. C'est pas excessif. Donc c'est pas excessif. Avant ça l'était, mais aujourd'hui beaucoup moins. Ça se démocratise. C'est un peu comme les protège-dents, comme tu l'as dit. Exactement. Ok, écoute, on a fait le tour des questions qui étaient assez riches. Je te remercie à nouveau de ta participation et d'avoir répondu à mon invitation. Et je vous donne rendez-vous dans un mois